Pour le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Qui parmi vous ne connaît pas ou pas très bien le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine? Oui, alors je vais vous le présenter le plus rapidement possible pour pas trop embêter ceux qui connaissent déjà, qui ont déjà entendu plusieurs fois. C'est donc une grosse association de protection de l'environnement. Quand je dis grosse, c'est pas un mot en l'air, puisqu'on est à peu près 80 salariés à temps plein sur toute la Lorraine. Le siège social était pendant un temps à Fénétrange, il est depuis 2012 à Sarrebourg. Et notre mission, c'est de conserver, d'où le nom de conservatoire, de conserver en bon état le patrimoine naturel lorrain pour les générations à venir. Donc notre originalité, c'est de passer par la maîtrise foncière. C'est-à-dire que, pour faire encore une fois un petit jeu de mots habituel, pour protéger des espaces, on va protéger des espèces. Pardon, j'ai dit le contraire. Pour protéger les espèces, on protège les espaces. Là, ça marche mieux. Hein, c'est-à-dire qu'on va repérer, grâce à tout un réseau de naturalistes, des sites qui méritent d'être protégés parce que des espèces, soit animales, soit végétales, y ont élu domicile. Et donc, on va avoir une équipe scientifique qui va mettre en place l'inventaire de la faune et de la flore sur le site et déterminer effectivement l'importance de la protection de ce site. Ensuite, une deuxième équipe qu'on appelle dans notre jargon l'équipe territoriale va mettre en place la protection du site. Ça va être soit l'achat, soit la location, souvent à long terme, soit une convention de gestion avec le propriétaire. Et dans le meilleur des cas, le site, s'il est très riche en biodiversité, peut être érigé en réserve nationale, soit pour le compte de la région, soit pour le compte de l'État. Il y a d'ailleurs aujourd'hui Madame Pérez-Dis qui est la responsable de cette équipe pour toute la Lorraine. Alors, elle va vérifier que je ne dis pas de bêtises. Je me sens un petit peu comme si j'étais en inspection. Non, je sais pouvoir compter sur sa bienveillance. Et la troisième équipe, c'est l'équipe de gestion qui vient sur le terrain effectuer les actes de gestion qui ont été préconisés par notre équipe scientifique. Par exemple, pour une prairie, si elle n'est pas fauchée au moins une fois par an, et bien, petit à petit, elle va s'embroussailler et on va perdre les caractéristiques d'une prairie. Et enfin, la quatrième équipe dont je fais partie, l'équipe de valorisation et de communication qui va organiser des sorties scolaires, des sorties grand public comme aujourd'hui, la participation à des événements et puis tout ce qui est communication aussi bien écrite que sur les réseaux sociaux par exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur la commune de Romelfin et on va aller visiter une prairie humide. Pour ça, j'ai des petits accessoires qui pourront nous être utiles, en particulier pour regarder. Donc j'ai ramené des loupes et des jumelles pour ceux qui en ont envie et qui en ont besoin. Parce que ces instruments-là, que ce soit la loupe ou les jumelles, c'est pas une ogive, pas une amande et pas non plus le fameux doubleron. Il y a quand même une partie chez la Sarre Rouge. Et puis ensuite, elle vient de se rejoindre pour repartir en Allemagne. Et il y a pas mal d'endroits, soit des communes, soit des lieux. J'ai déjà entendu des choses comme sarclage aussi, des jeux de mots comme ça. La meilleure façon de mettre en valeur une parcelle en bord de rivière, c'est d'en faire une prairie. Une prairie de fauche, une prairie de pâturage. Vraiment scanner tout le cadastre du temps de Napoléon. Et puis mais vous lui donnez une parcelle, elle est capable de vous dire les propriétaires successifs depuis ce temps-là, quoi. C'est assez impressionnant. C'est pas grave ça. Carrément. Il est beau, hein? Ma poniedade. Hello, what's your name? My name is Ethan. La coutume remonte au Moyen-Âge. À l'époque, c'était même vu quelquefois comme quelque chose de presque révolutionnaire, en tout cas de presque révoltant. Je vous explique pourquoi. Quand on avait un arbre, si on le coupait
au pied, on obtenait un gros tronc, des grosses branches, et il n'y avait que les petites branches, suffisamment petites pour être en fagot, donc inférieures au diamètre d'un bras, qui restaient pour le petit peuple, entre guillemets. Tout le reste, les plus grosses branches et le tronc, partaient chez le seigneur pour la construction et puis pour s'acheminer, tout simplement. Oui, pour le poisson. Alors que, si vous prenez un arbre que vous l'étêtez au niveau des petites branches, et puis qu'ensuite vous le laissez repousser, et que tous les 5 ans vous revenez pour recouper les branches, ben vous n'avez que des branches d'un diamètre inférieur à celui d'un avant-bras, donc il n'y a rien qui va pour le seigneur. Par contre, vous, avec le saule, vous avez des branches pour chauffer, pour aller dans le four commun par exemple, pour faire le pain. Vous avez des branchettes qui vont servir pour de la vannerie avec le saule. Vous avez des feuilles qui vont servir de fourrage. Vous avez même l'écorce qui pourra vous servir à faire des médicaments, puisque l'écorce de saule contient naturellement de l'aspirine. Une gestion raisonnée, pérenne, et puis dans laquelle tout va être utilisé. C'est vraiment un prototype du genre, quoi. Je ne comprends pas qu'on ne le remette pas plus à l'honneur d'ailleurs. Et ça fait combien de temps qu'il a été coupé là? Je ne saurais pas vous le dire. Mais pour qu'il y ait des branches d'un tel diamètre, ça fait un bout de temps que ça n'a pas été recoupé. Oui. Au moins 8 Alors ans. il y a un truc qui est sympa avec les arbres en tétard, on les appelle aussi des trognes. Et trogne, ça veut dire aussi un visage un peu mal formé, quoi. Et du coup, il y avait un truc que j'aurais bien proposé, mais je vois qu'il y a beaucoup de lierre sur l'écorce, ce serait de retrouver dans l'écorce des endroits qui nous inspirent, dans lesquels on a l'impression de retrouver des visages. Vous savez, ça s'appelle la pareidolie, on a tendance à voir des visages un peu partout. Et du coup, si vous pouvez aider les enfants à faire ça, j'ai ramené un petit peu de matériel pour s'amuser avec ça. On va faire un concours de trogne. Oh, c'est quoi du trogne déjà? Donc pour faire une trogne, c'est un visage rigolo. Ah oui, je crois. T'imagines un visage avec un petit peu tordu et tout. Encore visible et où on peut deviner des visages. On essaye? Oui. Si au bout de 10 minutes on a vu que c'est pas la peine, on abandonne. D'accord? Alors, vous avez tout bien entendu? Il y a des tas de choses, il y a des cailloux. C'est mal avec les boules, c'est ça? Non, j'ai ramené des... Ah non, ça c'est des bonbons. Oui, c'est très bon, c'est pas utile de l'année. Ça se mange? Non. Alors, il n'y a que les noix qui peuvent se manger, mais j'aime bien les garder parce que c'est les miennes. Mais là, C'est ça. Mais vite, vite. quelle moustache? Une cachette. Il ne peut pas bien compter. La cachette d'un monstre. Voilà, on peut imaginer le creux des yeux ici, tu vois, le nez là. Une moustache là. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, c'est à toi de faire marcher ton imagination. Finalement, comme l'écorce des arbres n'est pas trop accessible, ils sont en train de les faire par terre. Il est tout seul. Certaines plantes et même sur certaines branches d'arbres. Et quand vous fouillez la mousse, eh bien vous trouvez dedans la larve d'un petit insecte. Donc là, si je fouille la mousse à l'intérieur, il y a une petite larve d'insecte qui va avoir envie de retourner dans la mousse si je la montre. Normalement, elle est d'un vert très clair. C'est la larve d'un petit insecte de la famille des cigales. Sur la plante, et pour que la larve soit protégée, la voilà. Pour que la larve soit protégée, il fait cette mousse autour, qui est en fait la sève de la plante, qu'il a en quelque sorte barattée. Et vous voyez donc la petite larve qui était dans la mousse. Mais la larve du coucou, on peut le trouver facilement sous le sol. Là, c'est un sol, mais... Tout petit peu. Point de vue de la forêt. Alors, Flou. regarde ton doigt là. Il faut que je m'enlève.
Mon potager pour être tranquille. Comme ça, 2 ans après, Bon, t'en avais partout. c'était plus une légende qu'autre chose, et surtout qu'elle devient invasive. Alors, Et ça s'appelle comment ça? alors c'est une euphorbes. C'est une euphorbes. Toutes les euphorbes, quand on les casse, produisent un lait, un latex, qui n'est rien d'autre que leur sève, hein, qui est toxique, qui est légèrement acide. Faut pas les mettre dans les yeux. Donc à pas mettre dans les yeux. Et puis on prétendait que les euphorbes sont capables comme ça de soigner les verrues en les brûlant avec la sève. C'est pas efficace. C'est pas efficace. Par contre, si on enlève soliste, écoutez, les enfants, écoutez. Hey, oh, C'est qui a tué là? C'est qui a tué? dans les oiseaux, il y en a qui ils chantent toujours la même chose. Par exemple, le coucou, il sait dire que coucou, coucou, coucou. Il ne saura pas faire coucou, coucou, paloma. Hein, il va faire que coucou. Et dans son langage, coucou, ça veut dire je suis ici chez moi. Les autres garçons, venez pas. Les filles, vous êtes les bienvenus, je cherche à me marier. Ça veut dire tout ça quand il dit coucou. D'accord? Derrière, il y en a un qui chante tout seul devant, c'est le soliste. D'accord? Soliste, ça veut dire tout seul. Eh bien, le rossignol, parmi tous les autres oiseaux du coin, ça serait lui, le soliste. Oui. Moi aussi, j'ai ça. Pardon? Attirez votre attention sur la haie qu'on va longer jusqu'à l'étang. Jusqu'à la rue. Là, qui est d'une richesse phénoménale. Et il y a beaucoup de haies qui ont été arrachées, qui ont été détruites au moment du remembrement et depuis. Et il y a une prise de conscience qui s'est faite à certains endroits sur cette importance des haies, qui recueille une grosse partie de la faune qui ne peut plus trouver refuge ailleurs, hein, des forêts qui disparaissent, des choses comme ça. Donc quand vous avez de la campagne sans haies, on perd à peu près 75% de la diversité de la faune. Et je ne parle pas de la flore. Donc ces milieux sont très très importants. Et ici on a une haie splendide qui... Ah, on disait le coucou tout à l'heure. Ici c'est un coucou qui vient de chanter. On le voit après la taille d'un corbeau. Et bien c'est plus petit. C'est de la taille globalement d'un pigeon. C'est de la taille d'un pigeon avec des ailes pointues comme un faucon. Et effectivement le dos qui est tout gris et rayé en dessous. Il y en a certains qui sont plutôt roux que gris, mais ils sont plus rares. Et quand vous avez un coucou gris, il ressemble à un épervier. Quand c'est un coucou roux, il ressemble à un faucon. Dans les deux cas, ça fait peur aux petits oiseaux qui peuvent être amenés du coup à abandonner leur nid temporairement. Et du coup, la femelle coucou va en profiter pour venir. Elle prend un œuf parce qu'elle sait que les oiseaux savent compter. Donc elle prend un œuf, elle pond le sien à sa place et elle s'en va. Et cet oiseau qui est de la taille d'un pigeon a des œufs ridiculement petits par rapport à sa taille, qui sont à peu près de la taille des oiseaux qui viennent parasiter comme ça. Ça reste un peu plus gros, mais chaque femelle coucou ne parasite qu'une espèce d'oiseau, toujours le même. Et chaque femelle coucou va avoir son œuf de la couleur des œufs de l'oiseau qu'elle parasite. C'est quand même assez phénoménal. Le plus bizarre dans l'histoire, c'est que quand il est assez grand pour s'envoler, il part en Afrique, là d'où sont venus ses parents qu'il n'a jamais connus. Et alors qu'elle est de la famille du chou, du radis, de la moutarde, etc., elle a le goût et l'odeur de l'ail. Donc on peut prendre des petits bouts de feuilles et les grignoter ou simplement les sentir en les froissant entre les doigts. Vous aurez cette odeur d'ail. Ça peut se manger sans problème. Moi j'en fais chaque année du beurre d'ail. Donc je prends des feuilles que je hache finement, je mélange ça tout simplement avec un beurre doux ou même un beurre de Michel. Et puis je mets ça par portion au congélateur. Ce qui fait qu'après, j'ai plus qu'à le sortir et le mettre dans mes pâtes ou autre chose. Qui sont grands comme ça et qui sont pleins de petites graines noires. Et on peut s'en servir pour fabriquer de la moutarde. Ou de l'ail. D'ailleurs, le nom anglais de cette plante, c'est moutarde sauvage. J'ai une question. Ça aussi? Oui, tout se mange dans la lierre. Et tout a le goût d'ail. Donc c'est quand même étonnant. Hein. Elle a une odeur, un goût qui est complètement en dehors de ceux des autres plantes de sa famille.
L'aubépine toujours. Là, sur la tige et sur le dessous des feuilles, il y a des petites dents, comme des petits crochets, comme les dents d'une scie en fait. Et c'est ces petites dents qui viennent s'accrocher sur les vêtements ou qui s'accrochent même sur les doigts parce qu'elles s'accrochent aux crêtes de nos empreintes digitales. Ça lui fait pas mal. Ça s'appelle le gaillet gratteron. Ça se mange ça? Et ça c'est du pissenlit, ça se mange, oui. Gaillet parce que ça rayait le lait avant. Alors oui, il y a une variété de gaillet qu'on appelle aussi du coup le caille-lait, qu'on utilisait pour cailler le lait, c'est le gaillet vrai, c'est le gaillet jaune. Celui-là c'est le gaillet gratteron, c'est Ça, je peux la jeter? le cercope sanguin. Non, attends. On vient la frotter sur le dessus des mains, sur les joues, et ça éloigne les moustiques. Là, on ne va pas le faire parce que je voudrais qu'elle soit intacte pour qu'on puisse la regarder en passant. Donc, si tu veux me rendre service, tu la prends et tu vas la montrer aux gens. Et puis regarde, mais je Non, mets. tu ne bouges pas. arrête ne de bouge bouger. pas, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ah, en passant, un chien qui a fait pipi dessus. Tout le monde puisse la voir. Non, 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 non. Trop tard. Recule. Allez, recule-toi s'il te plaît, que tout le monde puisse voir. Merci. Donc, c'est gentil, merci. Alors, cette plante-là, elle s'appelle l'arôme tacheté. Alors, tacheté, il n'est pas tellement tacheté aujourd'hui, mais on l'appelle l'arôme tacheté ou pied de veau ou bouée. Et alors, cette fleur-là, elle fait un truc quand même très bizarre. Elle va enfermer des mouches dans la fleur pour augmenter ses chances d'être pollinisée. Alors, je vais m'autoriser à, vu qu'il y en a pas mal autour, je vais m'autoriser à en prendre une et à la découper pour vous montrer comment ça marche. La découper, oui. Je vais la couper. C'est la couper, moi. Alors, voilà comment ça marche. La fleur, il y a une boule, et au-dessus de la boule, vous avez une espèce de cornet, d'accord? Et entre les deux, il y a un rideau de poils. Alors, quand on coupe la fleur dans ce sens-là, on voit tout le système. Voilà. Donc, on a le cornet en haut, avec une espèce de massue au milieu du cornet, qui dépasse, hein. Ensuite, vous avez le rideau de poils qui se trouve ici. En dessous, les cellules mâles et femelles. Le premier jour, jour 1, le cornet émet une suave odeur de cadavre qui attire des tout petits moucherons qu'on appelle des psychodas, qui adorent cette odeur-là. Quand ils arrivent, eh ben, ils sont attirés par l'odeur, ils se posent sur le cornet ou la massue et ils glissent dessus, c'est très glissant. Ils passent à travers le rideau de poils et ils se retrouvent enfermés à l'intérieur de la fleur. Je reprends mon histoire. Le psychoda arrive et il a déjà du pollen sur lui d'une autre fleur. Quand il arrive sur la fleur, c'est les fleurs femelles qui sont ouvertes en premier. Et donc, il vient mettre du pollen dessus qu'il avait sur lui. Le deuxième jour, ce sont les cellules mâles qui s'ouvrent et qui lui remettent une dose de pollen pour une autre fleur. Et le troisième jour, eh ben, la fleur se fane, ce qui est le cas ici. La fleur se fane, le rideau de poils s'affaisse et la petite mouche peut partir. Pour se faire prendre par une autre fleur qui est un peu décalée dans le planning. J'ai trouvé quoi, ça se mange. Alors, pendant tout ce temps-là, pendant tous ces 2 jours, les parois internes de la petite boule qui est là ont suinté un liquide qui est du nectar tout simplement et qui a nourri les petits moucherons, les psychodas, pendant ces 2 jours et demi